Hey, j'espère que vous avez la patate aujourd'hui. On va découvrir aujourd'hui ClickHouse en mode standalone. Vous allez voir que c'est une vidéo très courte, quelque chose de très simple. Et le mode standalone, finalement, il sert principalement à faire des petits tests avec ClickHouse, puisqu'on verra plus tard le mode cluster qui est plus avancé, un petit peu plus tricky quelque part. Mais c'est l'intérêt aussi de s'abonner à la chaîne pour voir des tutos et découvrir et se sentir plus à l'aise avec certaines technologies. Donc jingle et c'est parti. Alors c'est parti, donc la première chose qu'on va faire, c'est déjà réduire un petit peu ma taille d'écran pour que vous me voyez le moins possible, on va dire. Le but, c'est pas de me voir, c'est de toujours découvrir ce qu'il y a dans le terminal. C'est la principale chose à faire. Le but, c'est la chaîne, c'est pas forcément ma personne. Donc on va se connecter sur une machine qui est dispo, donc ClickHouse 1, qui n'a rien de particulier par rapport à des machines standards. On est sur de la Debian, alors je sais plus quelle version, on peut regarder vite fait. Donc 4/etc, hop, Elise, comme ceci, toc, et on est sur de la Bookworm. Ça tombe bien, on est à peu près à jour, en tout cas au moment où je fais la vidéo. Derrière, donc vous avez le lien dans la description de la vidéo pour faire l'installation de ClickHouse. Ça va être assez rapide à faire finalement. Alors, je dirais un petit peu comme tous les moteurs de base de données de type NoSQL principalement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va premièrement, on va désactiver le Transparent Use Page qui n'est pas adapté globalement à la gestion de la mémoire pour ce type de moteur de base de données, qui gère très bien lui-même et qui n'a pas besoin que finalement le noyau s'amuse à gérer un petit peu les gros blocs de mémoire à sa place. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va passer le swappiness à 0, donc l'objectif derrière c'est d'éviter au maximum de swapper. On pourrait désactiver complètement le swap, je vais pas le faire. On devrait aussi également s'assurer que tout est bien en place. C'est quelque chose qui est assez, on va dire assez simple pour les personnes qui font du Linux. En tout cas, c'est quelque chose de standard quand on s'amuse à derrière installer ce type de moteur de base de données. Donc c'est au moins les choses de base à réaliser. Le Transparent Use Page ne permet pas derrière de gérer les pages de la meilleure manière qu'il soit pour ce type de moteur de base de données. Donc la meilleure manière, c'est de le désactiver. Donc là, on est ensuite en train de vérifier qu'on a l'apt transport HTTPS, le CA Certificate, le Dir Manager, GNU PG2. Tout ça simplement pour faire une chose, c'est-à-dire créer un répertoire temporaire. Hop, comme ceci. Et ensuite en mémoire, et derrière ensuite récupérer la clé GPG du dépôt de ClickHouse. Une fois qu'on a fait ça, c'est très simple. Donc première chose, on supprime donc cette variable qu'on avait créée avec notre répertoire temporaire, et ensuite on va rendre cette clé lisible par tout le monde de manière à pouvoir l'utiliser quand même, ça serait ballot sinon. Et puis derrière, tout simplement, on va ajouter notre dépôt dans le /etc apt source list, donc classique.d, pour derrière avoir juste un fichier dédié à ClickHouse, donc on le nomme clickhouse.list. Donc si je vérifie, hop, comme ceci, on se retrouve bien avec une ligne qui est signée comme ceci, avec notre clé GPG, celle qu'on a téléchargée, l'endroit où se situe le dépôt en question de ClickHouse. Alors attention, si jamais vous avez des miroirs, ce genre de choses, ClickHouse, c'est un package qui est quand même un petit peu volumineux. Il fait un peu plus de 200 mégas, on va le voir tout à l'heure. Et derrière, à chaque fois, pour chaque nouvelle version, c'est l'intégralité du paquet qui est à télécharger. Donc derrière, sur les mirrors, ça peut peser un petit peu, en tout cas pour ce type de paquet, où on s'attend pas forcément à ça. Donc derrière, on va faire un apt install ClickHouse server. Pas très compliqué. Et c'est parti. Donc là, vous voyez, il nous dit tout simplement qu'il va installer 896 mégas, ce qui n'est pas anodin quand même, juste pour un seul tool. Et on est en version 23.11.3.23 de ClickHouse. Vous voyez que c'est quand même assez précis. Donc il fait le téléchargement, ça va aller assez vite. Et une fois que ça va être installé,
vous allez voir que au cours de l'installation, en fait, il a une installation qui est en mode interactif par défaut, qui nous demande des éléments, et notamment lors des on va le voir tout de suite, il va nous demander le password du user par défaut qui est défini pour ClickHouse. Alors le user par défaut, il s'appelle default, tout simplement. On verra dans les prochaines vidéos comment on change ce user par défaut et comment on rend les choses non interactives, puisque si on veut automatiser une installation, le mode interactif, c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Là, vous voyez, on arrive exactement à ce que l'on souhaite. Donc il nous indique qu'il a fait quelques petites adaptations et modifications et créations de directory. Et là, il nous demande le fameux password que l'on souhaite pour ce user-là. Derrière, il nous indique, voilà, il va falloir faire un ClickHouse start. C'est très bien, on va le faire. Hop, ClickHouse start pour tout simplement démarrer, alors non pas notre cluster ClickHouse, mais démarrer notre moteur ClickHouse. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on va pouvoir se connecter dessus. Donc on va faire un ClickHouse client, ClickHouse-client, comme ceci. Donc il est installé en même temps, ce binaire, il est installé en même temps qu'on installe ClickHouse Server. Mais si vous avez une machine et que vous souhaitez accéder à distance sur votre moteur de base de données, comme la plupart des clients sur Postgre, sur MySQL et d'autres, bien vous pouvez installer juste le ClickHouse client sur votre laptop et de fait vous allez pouvoir l'utiliser. Donc nous on va mentionner donc le user donc qui est default et on va lui passer un password et on va pas mettre le password sinon il va le garder dans la ligne de commande, c'est pas forcément terrible. Et là on est arrivé et on est connecté à notre ClickHouse. Il nous dit que voilà, il y a des petits éléments qu'on peut encore tuner, perfectionner. Là, en l'occurrence, c'est pas forcément des choses nécessaires. Et il y a des choses où, par exemple, ici, si je dis pas de bêtises, le max red, par exemple, je crois qu'il est déjà à un niveau qui est suffisant. Alors oui, je suis pas dans... Bon, c'est pas grave. Je ne suis pas à l'extérieur de la ligne de commande de ClickHouse Client, mais c'est pas grave. Donc derrière, on va créer, donc on peut tabuler, on peut faire un create et on tabule. L'inconvénient, c'est qu'il a énormément d'options et il ne filtre pas forcément ce qui est possible en fonction de l'endroit où on se situe, en tout cas moins bien qu'un Postgre par exemple, mieux qu'un MySQL quasiment, parce que MySQL n'est pas forcément terrible de ce côté-là. Donc nous on va faire un create, on peut se mettre en majuscule si on veut vraiment faire le mode pro du SQL, database. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va create database et on va créer une base de données qui s'appelle Xavki. Donc ça, c'est juste une couche logique qui a vocation à contenir derrière des tables et d'autres éléments. Donc là, on vient de créer notre database. Si on veut vérifier, on va faire un show databases. Du coup, cette fois-ci, on devrait le faire en majuscule si on voulait strictement un SQL comme des pros. Ça n'apporte pas grand-chose de plus, mais voilà. Derrière, on retrouve bien notre Xavki qui est présent. Donc, comme, alors je crois que c'est sur MySQL, on peut faire un use Xavki, tout simplement comme ceci. Et là, cette fois-ci, on est dans l'espace, dans la base de données Xavki, la couche logique Xavki. On peut faire un create table tb1 par exemple. Et puis derrière, on va lui créer un champ f1 qui sera un integer par exemple. Et là, par contre, la particularité quand même sur ClickHouse, c'est qu'il faut lui spécifier des engines. On verra donc dans les prochaines vidéos les différents types d'engines qui existent. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a les engines qui permettent de faire de la réplication. Il y a ceux qui permettent de faire du sharding. Et puis, il y en a encore d'autres qui vont permettre, par exemple, d'agréger les données, de faire de la déduplication, etc., du versionning de données, etc. Donc, c'est vraiment super intéressant. Il y a plein de choses à faire. Et ça se situe, si vous le voyez, du coup, à l'échelle de la table. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une database, on va pouvoir avoir des choses répliquées, non répliquées, des choses shardées, non shardées. On va pouvoir avoir, alors je dis des choses, mais c'est des tables principalement, des tables qui vont être en mode déduplication et d'autres non dédupliquées, etc. Donc on a le merge tree. C'est un peu le type de base qui existe comme ceci. Oui, alors il me faut il me faut le order by, si je dis pas de bêtises. Voilà, order by. On est obligé, hein, donc il y a toujours les choses indispensables à la création d'une database et ça on n'y coupe pas. Order by, nous on n'a qu'un champ, donc du coup F1 par exemple. Voilà, donc là on vient de créer la table en question. Derrière on peut faire un describe table de
donc la table TB1, on a dit, je crois, oui. Voilà, et donc derrière, voilà, on va retrouver l'ensemble des champs de notre table. En l'occurrence, on n'a qu'un champ qui s'appelle F1, mais sinon on aurait plusieurs lignes, et on sait que c'est un int 32. Vous voyez que par défaut, on a passé juste int, il l'a mis en int 32, mais on peut, voilà, on peut avoir d'autres éléments, on peut alter une table, etc. Et bien sûr, derrière, on peut vérifier si on a des choses du coup de fait dans la table. Donc on peut faire un select count, le fameux select count étoile from, et notre table tb1 point virgule, et voilà. Yes, tb1, là du coup on est case sensitive, et tb1 on a 0 forcément. Voilà, donc on a même l'identifiant, vous voyez, de la pardon, de la requête en question. Donc ça va permettre de remonter éventuellement soit au niveau des logs ou de tracer la requête en question. Donc ça c'est assez sympathique. On sait également, et ça c'est spécifique un petit peu à ClickHouse, alors là on n'a pas trop le détail, mais le nombre de rows qui ont été set, c'est-à-dire définis, mais également si on avait de la data, on verrait le nombre de rows qui ont été scannés au cours de la requête, et éventuellement le volume que ça représente en taille. Ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. D'une part, ça permet de voir la performance du moteur, mais au-delà de ça, ça permet de se dire, tiens, est-ce que je peux pas limiter finalement tout ce que je suis en train de scanner pour réduire le volume en question et comparer finalement les requêtes les unes par rapport aux autres. Donc ça c'est assez sympathique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter, et également bien sûr à cliquer sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous!